On a beau tourner et retourner le match dans tous les sens, on se demande encore comment Paris a pu le perdre hier soir, a fortiori sur un tel score. Surtout face à un Real loin d'être souverain, qui a confirmé ses difficultés du moment et que le PSG a secoué à plusieurs reprises. Manque d'efficacité dans les deux surfaces, défaillance individuelle, fragilité mentale, coaching inadapté, coup de pouce arbitral, sûrement un peu de tout ça, que nous allons essayer de décortiquer maintenant avant d'évoquer l'avenir. Bonsoir à tous qui devaient être aussi déçus que nous. C'est le 25e podcast du Club Paname spécial 8e de finale aller de la Ligue des Champions Real PSG. Avec Olivier en animateur et pour analyser la rencontre puis se projeter sur le match retour le 6 mars, notre trio du soir, Basto, bonsoir Basto. Bonsoir à tous. Drayas, bonsoir Drayas. Bonsoir tout le monde. Et enfin Ravi, bonsoir Ravi. Bonsoir les amis. Quelle folle journée en tout cas, marquée dans l'avant-match par l'hallucinante succession ininterrompue des infos et contre-infos sur la composition d'équipe, avant une soirée à l'intensité européenne comme on l'aime, dans un match extrêmement rythmé et passionnant de bout en bout où les deux formations se sont rendues coup pour coup en faisant jeu égal. Sur le terrain, mais aussi longtemps au tableau d'affichage, puisque le résultat était encore de 1 partout jusqu'à la 82e minute, avec l'ouverture du score par Rabiot au 33e et l'égalisation de Ronaldo sur penalty 45e. Mais voilà, une fois de plus, le PSG a fini par craquer à l'extérieur face à un top team, après cette année le Bayern à Munich en poule sur le même score, encaissant 2 buts en 3 minutes, Ronaldo pour un doublé à la 83e et Marcelo à la 86e. 3-1 au final, compromettant les chances de qualification au retour qui ne sont statistiquement dans cette configuration que de 33%. Mais le parc étant une citadelle imprenable et l'adversaire restant malgré tout accessible, on va bien sûr continuer d'y croire jusqu'au bout. On va commencer tout de suite par cet après-midi particulière où les spéculations sur la compo d'Emery ont donné lieu à un buzz infernal, qui a débuté par un coup de tonnerre, la titularisation annoncée de Kimpembe à la place du capitaine Thiago Silva. Annonce surprise à laquelle personne ne s'attendait, même pas le Brésilien lui-même, qui l'a appris abasourdi de la bouche de son entraîneur en début d'après-midi. Alors première question à vous trois, pourquoi un tel choix annoncé clairement comme sportif par Emery lui-même ? En commençant par Ravi qui avait souhaité que Kimpembe soit titularisé à la place de Silva dans son 11 rêvé pour ce match, quand on l'a publié sur le site leclubpaname.fr. Alors Ravi, qu'est-ce que tu en penses ? Oui. Donc en fait, dans sa conférence d'avant-match, et dans les propos de certains joueurs, on savait que l'idée directrice de ce match, c'était d'avoir un pressing assez haut, pour ce qui est de la phase sans ballon, et pour la phase avec ballon, de jouer vite vers l'avant. Aussi de jouer plutôt haut, quitte à amener un surnombre. À partir de là, et même si Thiago Silva, on connaît tous toutes ses nombreuses qualités, Unai a privilégié donc l'enthousiasme de Kimpembe, son désir d'aller de l'avant. Maintenant, faut pas se leurrer, hein. Ce match retour contre le Barça l'année dernière est forcément gravé dans la tête d'Emery. Et je pense que ça reste quand même l'élément déclencheur de cette prise de position sur ce match-là, à Madrid, à l'extérieur. Après, au final, sur ce match, la charnière était solide, mais ça, on en reparlera plus tard. Dire que Emery a en mémoire le match contre Barcelone, c'est vraiment que la vengeance est un plat qui se mange froid, parce que ça fait 1 an quand même que dure ce match, et entre-temps, Thiago Silva est toujours le capitaine de l'équipe, et est toujours titularisé en alternance avec les autres, donc c'est quand même un peu surprenant, cette décision pour un match de cette importance, où l'expérience est quand même primordiale. Qu'est-ce que tu en penses, Drayas ? Moi, c'était quelque chose que je souhaitais également. J'avais pas forcément publié ma compo, mais la ligne arrière était exactement celle que je voulais. Et la raison pour laquelle je voulais, c'est pas lié à une vengeance ou autre. Pour moi, au match retour, ça aurait plus fait sens de titulariser Marquis Silva à domicile, mais à l'extérieur, il y a l'aspect mental. Et je trouve que Kim, même si en termes de niveau pur, il est inférieur à Silva, et je trouve que Kim, lui, par contre, il n'a absolument pas peur. Et il y a l'autre dimension la charnière Kim-Marquis permet d'avoir un bloc qui remonte plus facilement, avec notamment des prises de risque, excusez-moi, j'ai du mal, des mouvements vers l'avant initiés par Kimpembe.
Basto, ton avis? Moi, j'avais misé sur une défense Marquinhos Silva, mais je trouve que c'est un choix qui se défend sportivement. Incorporer Kimpembe, c'était dans l'idée de jouer haut, effectivement. Ça a plutôt réussi avec Kimpembe qui défendait en avançant, parfois même à 60 mètres de nos cages. Il y a eu aussi cette phrase juste avant le match d'Unai, quand on lui demande pourquoi ce choix, il dit « Je voulais une équipe avec une personnalité forte ». Et là revient le débat de la personnalité de Silva dans les gros matchs. Et il y a beaucoup d'anecdotes à ce sujet, notamment avec l'équipe du Brésil ou autre. Alors deuxième question que tu inities parfaitement avec ce mot personnalité qui est quand même extrêmement fort quand on voit la carrière de Silva, l'aura de ce joueur, sa dimension. Alors étant donné sa stature, son rôle de capitaine, son poids dans le vestiaire, quelles conséquences sportives et extra-sportives peuvent avoir une telle décision pour la fin de saison, surtout quand on connaît la force du clan des Brésiliens et les liens étroits que le joueur entretient avec le président Nasser. Basto, qu'est-ce que tu penses de ça? Je suis pas dans le vestiaire, mais je suis pas sûr que Silva soit vraiment proche du clan des Brésiliens notamment. On sait qu'en équipe nationale, il y a des soucis relationnels, que beaucoup étaient contre son retour en équipe nationale. Pour moi, Unai fait un choix qui est assez courageux, il fait un choix fort, pour ça c'est respectable, il sort de la politique des statuts, qui pour moi est primordial pour l'avenir du club, il faut vraiment sortir de cette chose qui nous gangrène. Maintenant, pour l'avenir du vestiaire, ça va être de comment les dirigeants et notamment Nasser vont gérer ça en interne, est-ce qu'ils vont soutenir le coach ou pas, comme la Juve avait pu le faire en soutenant Allegri par rapport à Bonucci par exemple. Donc les conséquences vont vraiment dépendre de cela. Après c'est sûr que pour Silva, son avenir de titulaire maintenant, ça semble très compromis. Oui. Et son avenir de capitaine aussi probablement. Probablement aussi, oui, ça découle de... Ravi? Je crois que Thiago Silva est un vrai professionnel, quelqu'un d'intelligent, attentif aussi à son image, à sa réputation. Et ce qui se dit depuis hier soir, j'espère que ça va rester en tout cas dans le vestiaire, on l'espère tous. Mais je pense que Thiago, il finira au moins la saison en étant fidèle à lui-même. Je me souviens juste avant le match, il a posté un message sur Instagram, comme quoi il devait encore s'améliorer. Et je pense qu'il était déjà au courant de sa situation pour hier soir. Donc voilà, je pense qu'il a encore facile deux saisons dans les jambes. Il a deux saisons dans les jambes. Il apportera encore. Et pour le côté extra-sportif, même si son statut de capitaine indique que la plupart le respectent, je pense pas non plus comme Basto qu'il soit un leader en dehors du terrain. Il n'est pas si proche de la nouvelle génération. Et d'ailleurs, je pense qu'Emery a dû le percevoir pour prendre cette grande décision avec raison. En tout cas, on en saura plus dans les prochains jours. Darius, tu es d'accord avec ces deux opinions? Oui, dans l'ensemble, je pense qu'effectivement l'impact de Nasser et la lecture que va avoir Nasser de cet événement va être très important. Mais après, je pense que si le joueur a été vexé sur le moment, je pense aussi que l'un dans l'autre, c'est avant tout un professionnel et ce serait difficile de supposer que tout serait forcément remis en cause par ce choix-là. C'est à mes yeux pour moi le choix est d'abord sportif et je pense que le coach l'a expliqué aux joueurs et si le joueur n'a pas pu l'entendre la première journée, il va l'entendre dans les jours qui vont suivre. Ça remet pas forcément en cause ni son capitanat, ni ses titularisations pour moi, même si effectivement Nasser peut avoir un impact. Je veux rajouter une petite chose justement qui me semble importante sur Nasser, c'est qu'il a fait une première déclaration publique où il a dit le coach est le patron sur le terrain, c'est lui qui décide, je supporterai toujours le coach, il fait des choix, on est derrière lui. Donc pour le moment, Nasser soutient Unai au moins en public. Dans le privé, on ne sait pas trop. Et on peut penser quand même que le résultat d'hier est sûrement un facteur qui va jouer dans ce qui va suivre concernant la non-titularisation de Silva. Bon, la troisième question que je voulais vous poser sur cet avant-match, c'est alors que la majorité des titulaires étaient connus, certains postes restaient en balance et on a beaucoup ferraillé sur les réseaux sociaux avec les tuyaux crevés la plupart qui annonçaient l'un ou l'autre. Et c'était surtout celui de Sentinelle qui était le plus disputé entre Lo Celso et Diarra qui curieusement étaient les deux seuls concurrents encore en balance désignés par Emery lui-même. C'est finalement le jeune Argentin qui a été choisi. À votre avis, c'est pour quelles raisons sportives et pour quel projet de jeu Emery a-t-il pris cette décision? Darius, tu commences? En soi, alors déjà je vais parler de ma satisfaction que j'ai pu ou ne pas avoir au moment de cette annonce. J'ai été satisfait d'une chose, c'est de ne pas voir Lassana Diarra aligné, pas à cause des qualités du joueur, mais à cause de son état de forme.
Mais après, non, j'ai pas été satisfait parce que j'ai eu tout de suite peur par rapport à ce dont tu fais référence, à savoir que le seul 6 disponible, c'est soit Lo Celso, soit Diarra, alors que pour moi, c'est une lecture qui est complètement erronée de nos forces. Le fait de voir Rabiot, mais on aura l'occasion de revenir dessus, le milieu le plus haut sur l'ensemble du match, pour moi, été une grosse erreur. Et mes craintes, voilà, elles ont été confirmées tout de suite parce qu'on a tout de suite vu que effectivement c'était Jo qui était cantonné à ce rôle de 6 dans lequel il n'est pas à l'aise. Basto. Oui, bah moi mon choix initial était, comme Ravi et Drayas d'ailleurs, c'était de voir Draxler au milieu. Maintenant, j'ai été aussi satisfait de voir que Lassana ne débuterait pas, ce qui était une crainte pour moi. Donc j'étais plutôt content de voir Joe. Après l'animation du milieu, on en reparlera plus tard. Et je pense qu'Unai, lui, a décidé de mettre un Rabiot haut pour sa capacité dans les grosses rencontres à se retrouver démarqué en situation de frappe. On le voit, ça lui donne raison sur le but, tout du moins, et aussi par son entente qu'il peut avoir avec Neymar. Et je pense aussi qu'il voulait le positionner haut pour bloquer la relation Kroos-Modric-Disco. Ravi. Ouais, c'est pas parce que tu fais des bons entraînements, que t'es exemplaire, que tu fais des bons matchs en L1, sauf contre Lyon d'ailleurs, que tu dois être titularisé en Ligue des Champions contre le Real de Madrid. D'autant plus dans une position axiale qui est en général occupée par des hommes d'expérience, un joueur avec de vraies références, un joueur qui sait se passer, qui sait faire les fautes utiles, et qui évite celles inutiles. Bref, non, hier, on a vu un Giovanni flotter dans son maillot, donc... Alors certes, l'idée était de jouer haut, de bien ressortir le ballon, et aussi d'alterner ce qu'il a su faire avec Verratti, cette fois, laissant à Rabiot la possibilité de perforer davantage. Mais pour moi, c'est suicidaire de mettre un gamin de 20 ans, aussi doué qu'il est, dans le grand bain à ce poste clé. Et la conséquence, on la connaît, déséquilibre de Kroos dans la surface, penalty. Et pour moi, c'est vraiment ce fait de jeu en plus qui change le cours du match dans les esprits en fait. Donc voilà. On a redonné espoir à cette équipe. On reviendra un peu plus tard sur cette animation et les choix faits. La quatrième question que je voudrais vous poser, c'est qu'il y a d'autres choix qui étaient en balance et qui ont été faits également par Emery. Ainsi, Alves a été préféré à Meunier, Berchiche à Kurzawa et Mbappé à Ángel Di María. Est-ce que ces choix-là vous semblent logiques, à la fois en fonction de l'état de forme individuel des joueurs et surtout dans le cadre de l'équilibre collectif? Drayas, tu commences? Moi j'ai été très satisfait, c'est ce que je voulais et les joueurs ont répondu pour moi très très bien aux attentes, aussi bien que ce soit Alves ou Berchiche. J'ai été très content de leur performance. Basto? Oui, je pense aussi que les choix initiaux lui donnent plutôt raison. Alves avait promis qu'il ferait un bon match. Je pense qu'il a fait un vrai bon match, son meilleur depuis très longtemps. C'était un des rares à trouver les décalages dans les petits espaces et il lâchait pas Marcelo. C'était un vrai duel et c'est d'ailleurs quand Alves s'est repositionné ailier que Marcelo est un peu plus libre et qu'on se prend de but. Yuri a fait un bon match. C'était le défenseur qui a gagné le plus de duels sur ce match. Il avait proposé offensivement, même s'il n'a pas été forcément trouvé, mais oui, un vrai bon match. Et enfin sur Mbappé. Le choix se défend par rapport pour jouer dans le dos de Marcelo et même s'il n'a pas fait un grand match, il a été remuant, il a fait quelques différences et il a été très souvent oublié alors qu'il arrivait à très bien se démarquer. Ravi? Oui, tout a été un peu prédit et c'est vrai que pour Kylian par exemple, tactiquement il doit jouer ce match pour provoquer et tirer les lignes en profondeur parce que on l'a déjà vu, un Neymar plus ADM plus Angel en même temps, ça a tendance à trop porter le ballon mais de façon latérale. Alors que Kylian, il va aussi porter le ballon, faut pas se leurrer, mais lui, il va aller direct vers l'avant, donc pour moi, c'est logique avec le projet de jeu voulu par le coach. Par contre, c'est vrai que par rapport à l'équilibre défensif, André a sûrement l'avantage. Néanmoins, jusqu'à l'heure de jeu, Kylian, il a plutôt bien tenu son côté, donc voilà. Très bien, on va passer maintenant au match lui-même, avec notre traditionnelle question. Qu'est-ce que vous avez aimé dans ce match? Basto, tu commences? J'ai aimé le plan de jeu de départ et la compo alignée, que j'ai trouvé culottée, mais assez intéressante, avec cette idée de jouer assez haut, de bloquer la relation entre les relayeurs et Isco notamment. J'ai bien aimé toute la partie bloc défensif sans ballon, que j'ai trouvé assez cohérente, on les a pas mal bloqués. J'ai aimé le fait de n'avoir jamais semblé être dominé dans ce match par l'adversaire. Il y a même eu une longue séquence en milieu de seconde période où on a vraiment une maîtrise assez nette. Et j'ai bien aimé le match globalement de nos défenseurs, collectivement parlant en tout cas, puisqu'après il y a des erreurs individuelles qui nous coûtent des buts. Ravi?
Oui, bah globalement on a fait jeu égal avec le Real. Hein. On a plutôt la sensation même que plus le match avançait, plus on les dominait dans tous les domaines, sauf peut-être en début de seconde mi-temps. Donc pour moi, le plan d'Unai, il a globalement bien fonctionné. Par contre, on n'a pas fait forcément un pressing si haut que ça. C'était plutôt au milieu de terrain. Donc peut-être qu'un Diarra aurait pu suffire. Et puis effectivement, alors en fait, on a eu des petits temps faibles dans chaque mi-temps, mais globalement, on était quand même on mérite pas du tout ce résultat. Pour une équipe jeune, j'ai trouvé qu'on a eu quand même pas mal de maîtrise, la charnière a été propre, Rabiot il a assuré, et on s'est créé pas mal de situations. Et à Bernabeu, c'est plutôt rare. Pas beaucoup d'équipes sont capables d'en faire autant. Darius? Bah, beaucoup de choses ont été dites. Comme Basto, j'ai la ligne défensive, le plan de jeu, comme Basto et Ravi l'ont dit. Je mettrais juste en avant une chose, c'est on avait beaucoup de doutes, notamment à l'extérieur, d'être capable de mettre une intensité. On était tous traumatisés par Barcelone et au-delà du plan de jeu, l'intensité, les joueurs étaient concernés, les joueurs étaient dedans, et ça c'était une vraie grosse satisfaction. Et enfin, j'ai aussi aimé un coach qui y allait avec ses idées. Mais il est peut-être mort avec elle. On va voir ça dans la rubrique suivante. J'ai une dernière. Vas-y. Ouais, non, c'est juste que j'ai Ravi. aimé aussi la réaction quand même après le troisième but. On a quand même 3 occasions franches de Neymar, de Mbappé et je sais plus c'est qui le dernier. Mais voilà, donc dans les dernières minutes, on a quand même 3 occasions, donc ça montre quand même un certain état d'esprit. Ok. Et qu'est-ce que vous n'avez pas aimé maintenant? Ravi, tu commences. J'en ai déjà parlé, hein. Moi dans la compo de départ, je comprends pas la titularisation d'un gamin à un poste qui demande tellement de caractère, de maturité, de confiance en soi. Et c'est vraiment le reproche numéro 1 que je fais à Unai, de ne pas l'avoir remplacé à la mi-temps par exemple, ou à la 60e. Voilà, j'aimerais bien avoir un jour les explications tactiques, mais je crois que je les aurai pas. Et deuxième point, c'est l'animation offensive, où malheureusement Cavani a été totalement absent, très mal inspiré, des appels au mauvais moment, dans le sens contraire. Alors il n'est pas tout seul, hein, il aurait pu être servi par exemple gracieusement par Neymar, je crois en seconde mi-temps. Mais bon, quand Cavani joue ainsi, c'est toute animation qui en pâtit, je pense. Et troisième point, la non-rentrée de Di Maria, qui était chaud bouillant depuis janvier. Et là, forcément, coaching frileux de Ney. Oui, là tu parles plutôt des coachings, mais c'est sur le match lui-même, il y a des choses que tu n'as pas aimé dans l'animation, dans le déroulement. Non, globalement, les joueurs ont fait ce qu'ils devaient faire. Après, ça sera plus au niveau individuel où Neymar, il a quand même perdu 4 ou 5 fois le ballon parce qu'il a trop porté, alors qu'il avait des choix plus faciles à faire. J'attends plus de Neymar pour le retour au parc, et même de Kylian qui a été plutôt pas mal dans l'envie. Il faut qu'il soit incisif, quoi, comme il était à Monaco l'année dernière. Ok, Darius, toi, qu'est-ce que tu n'as pas aimé dans ce match? Dans ce qu'a dit, tout ce qu'a dit Ravi au niveau du milieu, je le partage. Je pense qu'on pouvait trouver des solutions bien plus cohérentes et je n'ai pas du tout été satisfait des choix que Unai Emery a fait concernant ce milieu et son organisation. Pareil sur la ligne offensive, une ligne offensive qui a été trop muselée. Alors je vais peut-être laisser Basto répondre plus avant là-dessus, mais moi j'aimerais tout de même mettre en avant, en parlant de cela, de la qualité de la défense du Real qu'on nous avait vendue comme une défense qui était aux fraises, qui effectivement était aux fraises. Nous avons vendu notamment un Marcelo qui était à bout de souffle. Marcelo, c'est peut-être l'homme qui a fait le plus de kilomètres dans le match. On a vu que ce soit Ramos, Varane, Nacho, les trois sortir un très grand match. Et ils nous ont bien muselés devant. On était trop souvent esselés. Quand même on arrivait à trouver des décalages, il y avait jamais ne serait-ce qu'un semblant de surnombre dans la surface adverse. Et c'était problématique. Et enfin, j'ai pas aimé l'arbitrage. Alors, je vais pas dire que l'arbitrage a influencé le match, mais ce que je constate, c'est qu'on est toujours, encore une fois, le club qui ne se fait pas forcément respecter par les arbitres. Et quand je parle de l'arbitrage, c'est pas tellement l'arbitrage, parce que en soi c'est normal quand on va au Real, si on fait rien pour, c'est normal que l'arbitre soit légèrement favorable au Real, c'est inévitable. Et il nous manque encore une fois, ça montre qu'il nous manque encore une fois un communicant qui sache lancer des polémiques, qui sache les animer, qui sache, enfin, quelqu'un pour parler dans le club plutôt que la réponse de Nasser qui est très gentil sur l'arbitrage, mais
à des années-lumière de ce qu'il faudrait être pour pouvoir effectivement être protégé l'année dernière. Je vois que la Barcelone, c'était le cas, et on n'a pas fait de progrès depuis tout ça parce qu'on n'a toujours pas recruté ce communicant. Oui, et puis on avait aussi déploré le manque de personnalité, pour reprendre un des termes bateaux d'Emery, de nos joueurs l'année dernière. On a recruté Alves pour essayer de remonter un peu les pendules, et on s'aperçoit que nos joueurs ne pèsent pas du tout sur l'arbitre, hein. Et bon, là aussi, on est parfois peut-être un peu défavorisé, mais on fait rien contre, et ça c'est aussi un peu embêtant comme attitude sur le terrain. Basto, toi, qu'est-ce que tu as pas aimé dans ce match? Bah déjà le score, on sort vraiment très frustré, puisque si on perd 2-1, ça restait un bon résultat, 3-1, ça en devient un mauvais. Ça, je pense que c'est le principal. On se demande comment ça a pu arriver. Après, j'ai pas aimé les erreurs individuelles, qui sont des sommes de petites erreurs, qui coûtent 3 buts, et à ce niveau, c'est impardonnable, et ça paye cash. Je pense par exemple au premier but, où c'est un ensemble d'erreurs. Le premier, il y a une erreur excusez-moi, il y a une erreur de Marquis, qui croit que la balle va aussi mettre, finalement c'est corner. Derrière, il y a une relance moyenne sur le premier corner qui amène un deuxième corner. Sur le deuxième corner, on les laisse le jouer vite, et Gio à la conclusion avec cette faute absolument inutile. Voilà, et j'ai pas aimé non plus la pauvreté de notre jeu avec ballon, avec, je trouve, une construction qui était assez faible, peu de recherche de la profondeur, alors que c'était un point primordial pour ce match, et un sous-nombre constant aux abords de la surface avec Neymar et Mbappé qui étaient souvent isolés et qui devaient rechercher des situations en 1 contre 1. Je peux réagir, Olivier? Oui, vas-y. C'est quand tu dis qu'il n'y a pas eu de Rien. recherche en profondeur, je trouve qu'il y en a eu, mais tu oublies de prendre en compte l'organisation du Real qui était très forte et très au point justement par rapport à tous les appels qui ont pu être faits. On peut effectivement mettre en avant notamment Cavani, je l'ai vu 2 fois oublier de faire l'appel, je l'ai vu 2 fois faire des appels qui n'étaient pas forcément dans les bonnes directions, mais on peut pas ausculter le fait que et le milieu et la défense de Madrid étaient vraiment bien placés pour essayer de les contrer et isoler systématiquement le porteur du ballon. C'est aussi Oui. c'est vrai, mais il y a eu aussi un manque de. Quand je parle de profondeur, c'est pas que forcément la profondeur quand le porteur a la balle et l'autre qui fait l'appel, c'est aussi quand tu portes la balle, des joueurs qui vont aller apporter une solution pour être plus en nombre dans la surface adverse et chercher une solution de cette profondeur. Et on a été faible là-dessus parce que, bien sûr, la qualité de l'adversaire, mais aussi parce qu'on a une animation offensive qui est assez pauvre. Justement, par rapport à ça, pour moi, ça s'explique pas tellement par l'animation offensive, mais par le choix des hommes au milieu. Je sais pas, je trouve que c'est avoir un Draxler, par exemple, aurait été le lion qui a fait défaut. Quand on compte sur Rabiot pour être le lion, c'est très bien, et Rabiot est pétri de qualité, il a fait un très bon match hier. Mais voilà, Rabiot, quand il est entre nos 30 mètres et les 70 mètres adverses, c'est surtout des passes latérales et des passes en retrait. Et il va vraiment trouver des décalages qu'une fois aux 70 mètres. Il est intéressant par ses percées de balles, mais ses percées de balles, il peut les faire en tant que 6. Et on a besoin de quelqu'un qui est une moulineuse, qui récupère des ballons et qui est capable de les distribuer plus avantageusement qu'on n'avait pas. Mais indépendamment de ça, j'ai vraiment envie de jouer la qualité de l'organisation défensive du Real qui est... Si nous, on s'est mis au niveau, si nous, on a été au niveau, eux aussi ont été au niveau. Oui, et puis on peut aussi remarquer que l'animation offensive du PSG repose beaucoup sur Neymar, et que dans ce match, il a eu un petit peu de mal à lâcher le ballon, il a ignoré quand même beaucoup d'appels, il a fait beaucoup de courses latérales, et ça n'a pas du tout aidé le jeu en profondeur. Ça n'a pas été très compliqué de défendre sur Neymar pendant ce match-là, et effectivement Madrid était bien organisé pour ça, et il l'a parfaitement muselé. Bon, le match bascule, le résultat bascule en fin de match, après que les entraîneurs aient procédé à leur remplacement. À la 66e, c'est Meunier qui rentre à la place de Cavani et Bell à la place de Benzema. Mais c'est surtout la prise de risque de Zidane à la 79e avec les entrées des joueurs de côté offensifs Vasquez et Asensio à la place de Casemiro et Isco qui semblent avoir été déterminantes, d'autant qu'Emery n'a absolument pas réagi à cette initiative de Zidane. Draxler ne remplaçant Lo Celso que dans les dernières minutes pour une influence quasi nulle. Alors pour vous, ces changements vous semblent-ils une des clés et peut-être la plus importante pour l'issue du match, ou c'est une simple péripétie, Drayas? Pour moi non, c'est un impact direct. Quand Zidane se dit maintenant on va passer par les ailes, il exploite nos faiblesses et comme par hasard ça marche. Par rapport à ça, j'ai juste envie de faire prendre la défense de Meunier, qui ici il a pris le bouillon quand Asensio est rentré. Avant ça, fait une très bonne rentrée où il a proposé de nombreuses choses qui étaient très très intéressantes.
Et maintenant, une fois que ces changements ont été faits, effectivement, on aurait pu attendre qu'Emery réponde, notamment, quand Zidane a décidé d'être aussi offensif, de partir sur le contre, et on a une arme en contre qui malheureusement est restée sur le banc de manière complètement incompréhensible par rapport aux changements qui ont été faits par Zidane. Basto? Alors, si on parle des changements parisiens, je pense pas que c'est une influence, parce que quand Meunier remplace Cavani, ça correspond à notre meilleure période. On a une vraie maîtrise dans le camp adverse, on a enfin justement un peu de profondeur avec Alves qui se retrouve plusieurs fois dans la surface en bonne position. Il y a plus de combinaisons dans les petits espaces et on les bouscule vraiment. Après, c'est pourquoi Meunier rentre latéral et non pas ailier. Pour moi, tu bouscules pas une défense qui tenait plutôt bien la route. L'influence, elle est plutôt sur les non-changements en fait. Côté Unai, c'est vrai que Gio aurait peut-être pu sortir plus tôt vu qu'il était dépassé, qu'il avait un carton. Di Maria aurait dû rentrer. Et par contre, oui, les changements de Zidane ont évidemment un impact direct, puisqu'en passant en 4-4-2, il se retrouve à 2 contre 1 sur les ailes, et bah, ça a payé cash avec Asensio, qui est décisif en plus sur les 2 derniers buts. Javi? Oui, pardon. Ouais, non, mais moi, je supporte plus ces changements défensifs en Ligue des Champions, c'est plus possible. Pourquoi changer une équipe qui gagne? Pourquoi doubler le côté avec Meunier? Pourquoi ne pas continuer le projet initial qui est de gagner ce match avec un Di Maria qui pète la forme en 2018? Bref, j'ai l'impression que c'est toujours la même chose, que ce soit sous Blanc, sous Emery, on a toujours le droit à ça. Au bout d'un moment, c'est un coaching peut-être valable en Europa League ou dans le siècle dernier, mais aujourd'hui on peut plus faire ça. Donc là, par rapport à ça, j'en veux vraiment à Emery. Et parce qu'en fait, même si dans les faits, comme le dit Basto un petit peu, ces changements nous ont permis peut-être de même mieux jouer pendant 10 minutes, mais au final, les 2 buts qu'on se prend, c'est sur le côté droit. Pourquoi? Alves, qui a été très bon défensivement, qui avait d'ailleurs rien apporté offensivement, je le rappelle, quand même, au passage, à part une fois en deuxième mi-temps. Alves, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il s'est recentré au milieu de terrain. Et du coup, il a laissé Meunier tout seul à partir de l'entrée de Asensio. Meunier, il était tout seul face à Asensio et Marcelo. Et voilà. Et du coup, même si Alves a été bon défensivement, le fait de mettre Di Maria plutôt qu'Alves, bah, tu reprends la position sur le terrain et tu remets une couche supplémentaire pour derrière Marcelo. Donc vraiment, voilà, la chance sourit aux audacieux, et encore une fois, on se fait avoir toujours par les mêmes histoires avec un coaching frileux. Est-ce que je peux réagir, Olivier? Vas-y. Autant je te rejoins parfaitement sur l'idée de faire rentrer Di Maria, notamment en réponse aux entrées combinées de Asensio et Lucas Vazquez. Autant je partage pas du tout ton avis sur le fait que faire rentrer Meunier pour Cavani était un changement frileux. L'animation offensive par rapport à l'organisation défensive du Real ne fonctionnait pas. Il fallait changer quelque chose en changeant la structure, et je pense pas qu'il aurait été opportun de faire rentrer Di Maria dès le début en fait. Je pense qu'il était important de faire rentrer effectivement Di Maria quand Zidane passe en 4-4-2, comme l'a très bien dit Basto, parce que effectivement ils étaient en train de se déséquilibrer vers l'avant et il y allait avoir des possibilités de contre-attaque. Mais avant, justement, on a vu une équipe qui jouait mieux ensemble parce qu'on a apporté un petit peu plus de nombre, au milieu, comme tu le dis, Alves était recentré au milieu, et avant les changements de Zidane, le remplacement de Cavani par Meunier s'est avéré un choix payant et aurait pu fonctionner si Zidane n'avait pas réagi. Donc pour moi, c'était pas un changement frileux, c'était pas un changement défensif, et du coup, c'est pas un reproche de changement frileux que je ferais à Emery, c'est un reproche d'absence de réaction au coaching mis en place par Zidane. Mais il y a quand même quelque chose, moi je me pose la question, c'est pourquoi ça fait plusieurs matchs à chaque fois on a Meunier quand il rentre avec Alves, c'est Meunier le défenseur, alors que sur ce match-là, Alves est très bon défensivement. Bon, il était qu'en défense, donc il a pu être bon défensivement. Et Meunier, on connaît ses atouts offensifs, donc c'est ça que je comprends pas non plus. On peut en discuter, Les 2 joueurs ont des qualités offensives qui sont différentes. On peut en discuter, mais c'est juste le fait de briser l'animation offensive qui, pour moi, en soi, était une très bonne idée, et Cavani était parfaitement inutile sur ce match. On ne pouvait pas le trouver, et sur les 10e d'occasion qu'il peut-être pouvait avoir, il ne faisait pas les bons appels pour les avoir. Donc il y a un moment, il fallait changer. Oui, moi je suis pas tout à fait d'accord. Je suis pas tout à fait d'accord avec ça, parce que Cavani, même peu efficace offensivement, au moins lui il va dans la surface, au moins lui il pèse sur les défenseurs centraux,
Et on a vu qu'à partir du moment où Cavani n'était plus sur le terrain, on sait très bien que Mbappé n'a absolument pas la culture d'un neuf. Et donc l'axe s'est retrouvé soulagé et les défenseurs centraux sont montés beaucoup plus. Donc Cavani, il a quand même une utilité que Meunier ne pourra pas avoir. Et je pense que si tu fais rentrer Meunier, bah, tu sors Alves qui était au bout du rouleau, et c'est là où Di Maria aurait pu apporter quelque chose. On fait jouer Alves, encore une fois, à contre-emploi, en ailier, alors qu'on a peut-être le meilleur joueur offensif sur le banc qu'on ne sort pas. Ça, c'est totalement inacceptable. En fait, et surtout que, enfin, je pense que Di Maria, lui, il aime trouver Cavani en plus. Donc là aussi, il aurait pu avoir une meilleure relation, une meilleure animation entre Di Maria et Cavani. Alors moi, je vais rebondir à ce qu'a dit Olivier et Ravi. Cavani était à contresens sur ce match. Ses appels étaient à chaque fois pas dans le bon tempo, pas au bon endroit. Non, il a vraiment joué à contre-pied, Cavani. Et en plus, semble-t-il, il était un peu toujours gêné par sa hanche. Donc peut-être aussi pour ça qu'il est sorti. Par contre, je rejoins Ravi sur le fait que Alves aurait dû rester latéral et Meunier plus haut, puisque c'est une des règles de base de ne pas changer une défense qui tient plutôt son match. Juste par rapport à ce que tu disais, Olivier, Cavani n'a jamais été dans l'axe et n'a jamais pesé à proprement parler sur les défenseurs pendant sa titularisation sur ce match. Sauf sur le premier but où il amène un défenseur. Mais attends, absolument. Voilà, une fois en 60 minutes, quoi. Et justement... Non mais attends, il a fait... Alors pardon, je te Qui a cherché Cavani, hein? On a fait du jeu latéral, et donc Cavani, il a peut-être fait des appels à contresens, mais pas facile de faire des appels quand la balle n'arrive pas. Donc je crois que c'est très... Il n'a pas fait un bon match, j'en suis d'accord, mais c'est très difficile de le charger, et je ne suis pas sûr que tactiquement, rajouter Meunier, Alves en plus, comme tu dis Basto, en changeant leur position, a été vraiment un coup de génie. Alors, on va passer maintenant au top. Je ne chargeais pas Cavani, je parlais vraiment de l'animation offensive. C'est l'animation offensive que je charge, et c'est dans cette animation offensive que Cavani ne pouvait pas être trouvé. Nous allons passer maintenant à vos 3 tops et 3 flops. Basto, tu commences pour les tops. Pour moi, le vrai top, ça reste Alves, qui a su plutôt contenir Marcelo, parce que Marcelo, quel poison. Mais il a été présent dans ce duel, il a été présent physiquement. Ça a été un des rares en première, moins en première, mais surtout en seconde, à aller combiner aux abords de la surface, à essayer de chercher les petits espaces. Il avait promis qu'il fera un bon match, il l'a fait, donc bravo à lui. Ensuite, les autres tops sont un peu plus faibles. Ils n'ont pas fait vraiment des gros matchs, mais je vais quand même mettre Verratti, qui dans le jeu a peut-être été un des meilleurs parisiens dans la distribution. Maintenant, ses atouts ont été un peu gâchés par le fait qu'il devait redescendre très bas et Deggio, et par le manque de profondeur globale de l'équipe. Et en 3, j'en ai pas vraiment. Je pourrais mettre Rabiot ou Yuri au choix, mais je vais pas détailler. Ravi? Alors moi déjà juste, je réagis rapidement par rapport à Basto. Moi je suis pas du tout d'accord. J'ai vu ça partout, hein, que soi-disant Alves a fait un super match. Alors certes, il a récupéré pas mal de ballons de la tête dans la surface, mais il a été qu'une seule sur une seule action, on le voit offensivement. Donc moi, un latéral moderne, je le juge à 50% défensivement, à 50% offensivement, et offensivement, il a rien apporté. Voilà. Top. Alors dans mon top, moi j'en ai mis que 2. J'ai mis Rabiot. Pour moi, il était partout. Physiquement, quand il est impliqué de cette façon, il est presque impérial, tel Napoléon dans ses conquêtes. Il marque le but. Ouh là là là. Et il nous a offert de belles remontées de balles, et ça donne de l'impulsion à l'équipe, ça donne de l'assurance à tout le monde. Et sinon, mon deuxième top, pour moi, c'est Marquinhos. En tant que capitaine, il a été très solide. Il a été auteur de nombreuses interventions, j'en ai compté une dizaine. Et donc voilà, je pense qu'il gardera le brassard par la suite. Lui ou Rabiot ou Verratti. Je pense qu'il faut qu'on compte absolument sur eux pour la suite. Marquinhos, malgré sa fin de match, où il est impliqué quand même très sérieusement sur les 2 buts? Alors, le dernier but, c'est Rabiot qui lâche le marquage. Et le premier but, et le deuxième but, c'est quoi? Il est contré le ballon, c'est ça? 2 fois, il semble que Marquinhos s'en mêle un peu les crayons avec le gardien. J'ai pas trouvé, moi. Bon, ok. Drayas? J'en avais préparé 5, Rabiot, Marco, Alves sont déjà... Non, 5, tu es fou. Si. 3 top maxi. J'en avais préparé 5 parce que je passais en 3e. Et donc, il ne m'en reste que 2, du coup. Et Berchiche, alors Berchiche n'a pas fait forcément un match dantesque, mais comme je l'abonnais avant à la rubrique flop,
Le voir à ce niveau, c'est quelque chose que je croyais littéralement impossible il y a encore un mois et demi de cela. Donc il m'a surpris, il a été bon défensivement, il a apporté offensivement, il a apporté des solutions, il y a eu quelques imprécisions techniques, mais c'était très léger par rapport à ce qu'il pouvait proposer avant. Donc ne serait-ce que pour ça je le mets. Et enfin Areola qui est peut-être peut-être que sur le dernier but, sa responsabilité est engagée, mais il a fait nombre de parades très décisives. Et je me souviens dans le bar, à chaque arrêt d'Areola, au début, on applaudissait un peu en mode trollesque, et puis au bout d'un moment, on applaudissait parce que, ouh putain, il nous sauvait la miche. Donc voilà, je mettrai aussi Areola. Donc ça, c'est vraiment des top Croix-Rouge. Là, tu essayes de sauver ceux qui sont un peu désespérants depuis le début de la saison. Si vraiment les deux meilleurs joueurs du côté PSG de ce match sont Areola et Berchiche, qu'est-ce qu'on doit penser des autres? Moi, je suis un petit peu inquiet. On va voir ça avec vos flops. Parce que c'est les seuls qui me restent. Mais j'en avais d'autres. Très bien. Ravi, tes 2 ou 3 flops? Ouais. Cavani, qui a erré sur le terrain. Donc voilà, je ne dirais rien de plus dessus. Et le Selcho, ça je vais le répéter quand même, mais bon, il n'a pas les épaules pour un tel match, quoi. Il était déjà très frêle contre Lyon. Vas-y. Donc là, ça ne faisait aucun doute que dans un tel match, il se fasse tout petit, quoi. Pour le coup, c'est de la faute d'Emery qui au moins doit le laisser un relayeur, laisser un Rabiot en 6. Mais là, j'ai noté quand même 3 grosses erreurs dans ce match de Lo Celso. La talonnade à la 25e. Une autre mauvaise passe à la 51e et aussi cette faute inutile, ce Kroos à la 40e. Donc moi j'adore ce joueur, mais déjà pas à ce poste et pas dans ce genre de rencontre. Voilà. Mais le plus terrible, c'est que Emery le tue, ce gamin. Non seulement il le met dans une position où il n'est pas à l'aise, dans un match de ce niveau-là, mais voyant la prestation qu'il fait, il ne le protège pas, soit en changeant les positions des joueurs sur le terrain, soit en le sortant à la mi-temps alors qu'il sortait d'une prestation catastrophique. C'est vraiment une gestion humaine qui est pitoyable. Drayas, tes 3 flops? Alors moi, je n'aimerais pas Cavani, je n'aimerais la ligne offensive dans son ensemble. J'ai pas aimé la manière avec laquelle ils ont joué, mais encore une fois, kudo à l'organisation défensive du Real qui a vraiment su les museler et les isoler les uns les autres. Et voilà. Mais d'une manière générale, j'ai pas été satisfait par la ligne offensive. Gio, de la même manière, mais encore une fois, c'est pas vraiment sa faute. Après, je serais peut-être un peu moins dur que toi sur la gestion de Gio, que j'ai trouvé pendant très longtemps excellente, même si je te rejoins sur le fait que je ne sais pas qu'est-ce qui a piqué, qu'est-ce qui prend à Emery de se dire que ce joueur est un 6. J'ai pu le comprendre de le titulariser, de le titulariser 2-3 fois à ce poste, pour lui donner des repères en termes de placement, mais clairement c'est un 8, il n'a pas les qualités du 6, il faut arrêter avec cette hérésie-là. Et enfin mon 3e flop c'était Emery, donc 1 pour Gio, et 2 pour la non-capacité de réaction au changement effectué par Zidane. Basto? Je crois que tout a été dit sur le CSO, donc je vais pas le mettre, je vais aussi mettre Emery pour le positionnement de Gio, même si... Ouais, pour le positionnement de Gio, et aussi, même si j'ai défendu son changement de meunier, à l'arrivée, ça me fait un peu quand même penser à l'Euro 2016 où l'équipe de France maîtrise le Portugal et Deschamps fait rentrer un défensif pendant que le coach portugais fait rentrer Eder. Et à l'arrivée, c'est l'audacieux qui punit le conservateur, et c'est souvent le cas. J'ai aussi mis le trio d'attaque. Je vais rajouter des petits chiffres pour étayer ce que disait Drayas. Il y a eu une passe échangée entre Neymar et Cavani, 8 entre Neymar et Mbappé, et 0 entre Mbappé et Cavani. Donc 9 en tout entre le trio d'attaque. C'est quand même un problème. Et je vais mettre un flop. C'est un flop sévère. Ravi, ne réagis pas tout de suite. Je mets Marquinhos, qui fait pas un mauvais match, qui fait pas mal de gros retours, qui a plutôt bien géré le duo d'attaquants, mais je trouve qu'en tant que capitaine, je pense qu'on pouvait en attendre plus, que ce soit dans le surplus de motivation, agressivité, où j'ai vu qu'il tombait plus imposant, qui allait chercher l'adversaire plus haut, qui a pris plus de risques, que ce soit dans la communication. En tant que capitaine, c'est important. Sur le second but, il parle pas à Rola, qui du coup fait la manchette, alors que Marquinhos est sur la trajectoire, et que s'il se parle bien, Marquinhos la dégage tranquillement. Et sur le dernier but, même si Rabiot évidemment oublie Marcelo dans son dos, Marquis ne monte pas non plus derrière et est aussi fautif. Ravi et droit de réponse. Non, mais je pense que Marquinhos, franchement, il a fait vraiment un bon match. Je sais pas si tu l'as revu le match aussi. J'ai revu, oui. J'ai revu, moi j'ai compté ses nombres d'interventions.
Après, c'est sûr que Kimpembe, on le sait, de toute façon, si Emery l'a pris, c'est parce qu'il a un profil, il va plus chercher le joueur, et Marquinhos, du coup, il prend le rôle que prenait peut-être Thiago Silva quand c'était Thiago Silva et Marquinhos, plus en retrait pour justement gérer le placement, gérer les récupérations. Et sur le but en question, à partir du moment où Rabiot doit être au marquage, bah forcément, Marquinhos, il s'occupe surtout de l'avant-centre. Donc, Il s'occupe de personne sur le but. Il s'occupe d'être dans la trajectoire. Il monte un petit peu plus, il s'occupe et de la trajectoire et de Marcelo. Ouais, pour moi, Rabiot, il a juste à faire une accélération, il a la balle. Hein. Donc, oui, non, c'est Rabiot le premier fautif du but. Et puis j'ai dit que c'était un flop sévère, mais c'était juste dans l'idée en tant que capitaine, il devait montrer un peu plus. Non, j'ai trouvé qu'ils ont, dans l'ensemble, tu vois, l'équipe s'est bien comportée collectivement dans l'état d'esprit. Donc, après, c'est sûr que pour lui être capitaine dans un match comme ça, bon, il est jeune encore, hein, Marquinhos, hein, mais pour moi, il a fait le travail. Voilà. Bon, moi, il y a quelque chose qui me frappe quand même dans votre jugement, c'est que Neymar n'est absolument pas évoqué. Neymar est un joueur qui ambitionne d'être Ballon d'Or. C'était un match capital dans l'optique de ce grand objectif. Il est confronté d'ailleurs au tenant du titre, c'est-à-dire Ronaldo. Sans que Ronaldo ait été particulièrement brillant sur ce match, il fait un doublé, encore un de plus. Neymar traverse ce match à la Neymar, c'est-à-dire en étalant une insolence technique exceptionnelle, mais quand on fait le bilan des actions dangereuses qu'il initie, on peut dire qu'il passe un peu à côté de ce match. Qu'est-ce que vous en pensez de Neymar sur ce match? Si je peux me Basto. On en parle indirectement quand on parle du trio d'attaque de Neymar. Voilà, comme moi je te dis que un de mes flops, c'est la ligne offensive dans son ensemble. Neymar en fait partie. Oui, mais c'est pas l'ensemble qui m'intéresse, c'est la prestation individuelle de Neymar. J'ai trouvé individuelle et collective. Alors j'ai trouvé un Neymar qui a essayé parfois de rechercher des solutions tout seul, mais effectivement tu essayes souvent de rechercher des solutions tout seul quand t'as pas de possibilités de passe qui sont faciles, parce qu'il était très très isolé. Et on peut dire la même chose de Kylian, qui lui par contre a réussi à trouver quelques percées, mais c'est pareil, les possibilités étaient très très faibles. Le Real Madrid nous laissait vraiment pas grand chose à grignoter, quoi. Et alors après, oui, on peut le pointer du doigt individuellement, mais je trouve que c'est un procès qui est relativement injuste. Voilà, tout simplement. Donc c'est pour ça que moi, je charge la ligne offensive dans son ensemble. Basto? Rien à rajouter à ce qu'a dit Darius perso. Ravi? Non, il doit apprendre à... Pour être un vrai bon leader, il faut que... C'est pas Ronaldo, c'est pas un finisseur en tant que tel, c'est... D'ailleurs, même si on compare les deux sur ce match-là, limite Neymar a mieux joué que dans le jeu, en tout cas, que Ronaldo. Mais il doit absolument trouver, à chaque fois, avoir la bonne décision. S'il veut être Ballon d'Or, comme tu l'as dit, il doit prendre la meilleure décision à chaque fois. Et là, il s'empêtre à chaque fois à porter la balle, plutôt que de trouver rapidement un joueur à côté de lui. Donc, c'est vrai, comme l'a dit Drias, les milieux étaient peut-être pas forcément assez offensifs. Mais très souvent, c'est aussi le fait que Neymar la garde. Et quand t'as un joueur comme ça qui la garde, t'as pas envie d'y aller. Au bout d'un moment, t'en as marre aussi. Très bien. Bon, maintenant, on va s'intéresser à Emery, qui cristallise beaucoup d'interrogations et de critiques à la suite de ce match. Bon, on sait qu'il est discuté depuis l'année dernière et la saison moyenne qu'il a faite. Il était donc attendu au tournant de ce grand rendez-vous européen où il jouait sûrement une partie de la poursuite de son parcours au PSG et c'est encore un échec et inévitablement il en a sa part de responsabilité. C'est pas fini. Ses choix d'avant-match bien sûr, par ses choix d'avant-match comme par son coaching pendant celui-ci. Mais on va peut-être s'intéresser quand même au match aller avant de passer au match retour. D'abord, sa compo était très attendue et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle a montré des choix très forts de sa part. Et ça, on peut le saluer pour ce courage. Comment vous interprétez la force de ses choix alors qu'il était apparu relativement prudent dans le bousculement des statuts jusque-là? Est-ce qu'il a voulu se libérer des influences et s'affirmer comme le patron? Qu'est-ce que vous en pensez, Drias?
Tu dis qu'il jouait sa saison sur ce match. Au-delà de ça, il y a la situation contractuelle de Unai Emery qui dit que, alors peut-être que je fais une erreur sur le tour, mais il me semble que s'il n'atteint pas les demi-finales, son contrat s'arrête automatiquement en fin de saison. Donc on a un Emery qui est en mode do or die, quoi. C'est la réalité contractuelle. Faire plaisir aux gens est moins sa priorité que de tout simplement passer s'il veut pouvoir garder son job. Voilà. On a déjà parlé de l'impact de Silva, de ce que ça pourrait avoir et tout ça, mais moi je crois que tout ça va être plus limité que ce qu'on imagine. Basto? Alors moi je pense que même si on l'a gagné, Unai ne sera plus coach du PSG l'an prochain et qu'il le sait. Unai l'année dernière avait commencé quand il est arrivé à faire des choix forts, notamment à 4-2-3-1, il avait fait du rétropédalage sous pression de son groupe. Donc pour se faire accepter du groupe, il avait dû aller peut-être à l'encontre de ses vraies idées. Là je pense qu'il sait qu'il va partir et que du coup il se dit quitte à mourir, autant mourir avec mes vraies idées. Donc il décide de sortir Silva, c'est respectable, il tente le coup et moi je pense que ça fait du bien aussi, un coup de pied dans la fourmilière pour arrêter cette gestion des statuts qui pourrit un peu le club depuis quelques années. Ravi? Ouais, je pense qu'il était temps déjà qu'il fasse ce qu'il veut. C'est ce qui ressort un peu aussi de l'entretien qu'il a fait dernièrement là avec Valdano, l'ancien directeur sportif et joueur du Real. Dans cet entretien, on sent une plus grande confiance en lui, même limite parfois un petit peu trop. Mais bon, donc voilà, on sait, Unai il a des idées et depuis le Barça, c'est peut-être dans un coin de sa tête. Et là, à force de travail, je pense que c'était le bon moment sur ce match-là. À force de travail, il a su aujourd'hui se faire respecter, je pense, de la plupart des joueurs. Et d'ailleurs, quand on écoute les interviews d'après-match et les messages qu'on a pu voir aujourd'hui dans les réseaux sociaux, c'est plutôt positif par rapport au coaching et par rapport à Unai. Donc, je pense qu'il l'a fait à bon escient. Très bien. Sur le plan de la compo, on est quand même extrêmement surpris de le voir s'acharner à jouer avec une sentinelle alors qu'il ne dispose actuellement dans son effectif d'aucun joueur fiable à ce poste, entre un Thiago Motta qui a été laissé à la maison, un Diarra qui est hors du coup physiquement, et Lo Celso, dont on a vu très bien que ce n'était pas ses qualités principales et qui était manifestement trop tendre pour un match de ce niveau. Est-ce que, puisqu'on remarque le courage d'Unai pour imposer ses décisions et passer par-dessus les caprices des uns et des autres, ne devait-il pas imposer à Rabiot de jouer en numéro 6 pour ce match? Basto? Oui, je pense qu'il devait imposer à Rabiot de jouer 6, et pour moi Rabiot est une sentinelle. Enfin, pour moi il est plus sentinelle que relayeur, sans en être une vraie, mais c'est une sentinelle moderne, on va dire. Après, moi je reste persuadé que le meilleur schéma c'est un 6, un 8, un 10 et qu'il fallait donc Draxler. Maintenant, du moment qu'il avait fait le choix Lo Celso, j'attendais, si ce n'est Rabiot 6, j'attendais au moins des permutations constantes entre les trois, et on a clairement vu Rabiot qui était clairement le plus haut pendant toute une partie du match, et Marco qui était obligé de jouer quasiment le plus bas possible, et ce qui a complètement gâché le jeu de Marco et par la même occasion nos transitions offensives. Donc oui, c'est dommage, j'aurais préféré voir Rabiot plus bas. Ravi? Oui, on sait, Unai il aime bien le 4-2-3-1, hein, à Valence c'était le cas, mais pour différentes raisons il a opté pour le 4-3-3 depuis 1 an et demi, et ses résultats sur l'année 2017 prouvent que c'est pas critiquable aujourd'hui. Et puis en plus, jouer le 4-2-3-1 avec Neymar dans ton équipe, je pense que ça ne se fait pas du jour au lendemain, et c'est peut-être pas du tout viable en Ligue des Champions. Donc voilà, Rabiot devait être la sentinelle hier soir, on le sait tous, il y brille aussi. Mais par contre, en début de saison, on a vu que c'est un milieu avec Draxler, Rabiot, Verratti. C'est ça qui a permis au club d'être premier de son groupe devant le Bayern. Donc c'est ce milieu qui aurait dû commencer à Madrid. Aujourd'hui, c'est obligatoire en Ligue des Champions. On doit mettre des joueurs qui ont déjà des références. Drax, il amène une simplicité de jeu, une qualité de transmission, sans fioriture, très appréciable, et il sait aussi être utile à la récupération. Donc notre milieu n'a pas. Oui. Alors pourquoi ça n'a pas été fait comme ça? Ah bah ça c'est... Je crois qu'on se pose tous la question. Et personne n'a la réponse. Darius, toi, qu'est-ce que tu penses de ça? C'est les comme les autres. Tout a été dit. Tout a été dit. Enfin, comme tout le monde, je ne comprends pas
Cette espèce de choix, enfin, cette conviction que Gio doit être 6, je ne me l'explique pas. Après, sur le fait de peut-être jouer à 2, non, on n'a pas assez travaillé, on peut pas improviser ça pour un match de Ligue des Champions. Après, quand même, depuis octobre, novembre, janvier, février, Draxler joue par intermittence, donc c'est vrai que ça. Pastore, malheureusement, il n'a pas énormément prouvé, il n'a pas su trouver sa position, et il y avait l'option Di Maria. Ok, donc ce choix est déjà extrêmement critiquable, mais le plus critiquable sûrement dans sa gestion du match, c'est son coaching. Et on va reparler de Lo Celso, et vous l'avez déjà évoqué tout à l'heure. Comment, alors que tu peux avoir l'envie de faire jouer Lo Celso en sentinelle, mais quand tu vois la première mi-temps qu'il fait, où il a vraiment coulé à pic, il a perdu des ballons dangereux qui auraient pu avoir un meilleur sort pour le Real. Il a donné par naïveté le pénalty de l'égalisation. Comment tu peux laisser sur le terrain, en deuxième mi-temps, un joueur qui est dans cette perdition-là? Est-ce qu'il n'aurait pas été plus judicieux de replacer Rabiot en 6 et de faire rentrer Draxler pour reconstituer un trio qui a quand même joué 7-8 matchs en ayant failli uniquement contre le Bayern à l'extérieur? Là aussi, la réaction, la capacité de réaction, d'analyse d'un match en cours de match est quand même tragique quand on voit l'action d'Emery. Ravi, qu'est-ce que tu en penses? Ouais, bah... Après, c'est vrai que Marcelo montait en puissance, Cavani il n'était pas dans le bon tempo, mais bon, je pense que ça reste quand même symptomatique de la nervosité d'Emery dans les fins de match. Et voilà, c'est quelque chose qu'on retrouve chez certains coachs, beaucoup en France, certains coachs italiens par exemple. Et voilà, c'est difficile pour eux peut-être de sortir de ce schéma mental en fait, de vouloir absolument protéger en fin de match un résultat. Et mais par rapport aux rentrées de Zidane, Vasquez on l'a pas vu. Moi j'ai pas le souvenir d'avoir vu Vasquez. Au final, il y a que la Sancho. Non mais c'est pas de ça dont je te parle. Je te parle pas des changements de fin de match. Je te parle de la gestion de Lo Celso pendant le match. Lo Celso n'aurait jamais dû reprendre le match après la pause. Tu peux pas laisser un joueur dans l'état où il était, qui sortait d'une faute manifestement de nervosité et de panique, tu peux pas le laisser sur le terrain comme ça. Qu'est-ce qu'il attendait? On vient d'analyser que le milieu a été déséquilibré parce que Verratti était obligé d'aller donner un coup de main à Lo Celso. Tu peux pas laisser ton équipe comme ça. Bah, moi, je suis d'accord, mais en même temps, si on parle de Lo Celso individuellement, c'était un mauvais choix, je l'ai dit le premier. Mais globalement, le match, on le perd quand? On le perd bien en fin de match, on est d'accord. Il n'y a plus Lo Celso. Non mais attends, il sort à 3, Dio. Il sort à 3 Ouais. bon, dans les derniers instants, mais c'est pas vraiment enfin, ça fait partie des détails. Il y en a eu d'autres, mais c'est pas seulement ce choix-là qui a fait qu'on a perdu ce match. Par contre, c'est Lo Celso qui a été peut-être l'élément déclencheur dans la tête des Madrilènes avec ce penalty en première mi-temps. Là, je suis d'accord. Mais pour la seconde mi-temps, on a vraiment bien maîtrisé le match, et le problème, ça a été de notre côté, on a laissé faire on n'a pas su transformer nos occasions, et au bout d'un moment, bah, ça paye chez l'adversaire, tout simplement. Basto, pour cette gestion de Lo Celso pendant le match, qu'est-ce que tu en penses? Bah, moi, je pense que Emery est conscient que Lo Celso faisait pas une bonne performance individuelle, mais collectivement, l'équipe tenait plutôt la route, était bien en place, maîtrisait, et je pense qu'il a juste pas voulu déséquilibrer ce pseudo-équilibre qu'on avait et cette maîtrise qu'on pouvait avoir. Donc, peut-être par peur ou par prudence ou parce que tout simplement, il pensait que collectivement, c'était bien en place. Ok, Drayas? Bah oui, enfin sur Gio, t'as sans doute raison. C'est juste que de toute façon, Emery, l'a-t-on vu faire des changements à la 45e, ça passe à cup of tea. On aurait pu attendre. D'ailleurs, on s'attendait à défaut de le changer, il le replace sur le terrain. Il demande à Rabiot de redescendre, mais maintenant, manque de peau, c'est à Marco qu'on a demandé de redescendre à la mi-temps. Et tout ça est très énervant. Après, je veux réagir à ce que dit Ravi. Je ne suis pas du tout d'accord que remplacer Cavani par Meunier était un choix défensif. C'était au contraire essayer de mettre plus de joueurs à l'aise dans les petits espaces, parce qu'on n'avait que des petits espaces devant. Et ce changement s'est avéré discutable après les changements de Zidane et l'entrée de Lucas Velasquez et d'Asensio.
Oui, mais on peut penser que les changements de Zidane découlent aussi de ce choix-là. Zidane, il connaît Meunier, il connaît ses faiblesses. Et on sait que Meunier, quand il doit rattraper, qu'il se fait prendre souvent dans le dos défensivement, donc il lui a mis dans les pattes le joueur qui était capable de le mettre en difficulté. Et ça s'est révélé sur le terrain. Chaque action d'un coach, elle peut déclencher une action de réaction du coach adverse. Et malheureusement, c'est ce qui s'est passé. Sans qu'Emery, d'ailleurs, ne trouve la parade à ces entrées d'Asensio et Lucas Vazquez qui ont fini par faire basculer le match. Voilà, et puis la dernière, bon, vas-y. En soi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Effectivement, Meunier, une fois que c'est Asensio qui est sur son aile. Une fois qu'Asensio est rentré, ça s'est avéré assez catastrophique. Et comme le rappelait très bien Basto, ils sont passés en 4-4-2 et donc tu avais à chaque fois un surnombre sur les ailes. Et on n'a pas été capable de répondre à ça. Et effectivement, sur ce sujet, la réponse d'Emery a été hallucinante, à savoir qu'il n'a pas répondu. Pour moi, la rentrée de Meunier était une très bonne réponse. Ça s'est d'ailleurs concrétisé sur le terrain. Zidane a répondu, et à ce moment-là, Emery aurait dû répondre, notamment en remplaçant, je sais pas, par exemple un Alves pour un Di Maria, et en donnant pour consigne à l'équipe de vraiment jouer le contre et en blindant les côtés. Mais effectivement, Emery n'a eu aucune réponse au changement de Zidane. Si je peux réagir. Vas-y Basto, vas-y. Oui, donc moi je pense qu'il fait rentrer Meunier avec l'idée de bloquer Marcelo. Manque de peau, les 2 buts après viennent d'un Marcelo plus libre, mais c'est dans une idée de bloquer ce couloir. Après, par rapport au changement de Zidane, oui, mais on sait qu'Unai est quelqu'un qui a besoin de voir sur la durée. Et il fait rentrer Asensio et Lucas Vazquez. On prend un but 3 minutes après, je ne sais même pas si la balle sort du terrain. Donc là, il a peut-être même pas le temps de réagir. Ensuite, à 2-1, il doit tâtonner, il se dit qui je fais rentrer. Et boum, 3 minutes après, tu te reprends le 3-1. Oui, peut-être qu'il prend du temps, mais il y a un moment où en Champions League, le temps, tu l'as pas. Bien sûr, mais on sait que c'est un de ses défauts. Et quand oui, tu dois réagir. Ça se fait en 5 minutes. Donc Ouais, mais tu dois quand même réagir. Et je sais même pas s'il a le temps entre le rentrée de Lucas Vazquez, je sais pas s'il y a un arrêt de jeu entre l'entrée de Vazquez et le deuxième but en fait. Il n'a pas essayé. Sans s'acharner sur Emery, on a quand même l'impression qu'il ne retient pas beaucoup les leçons du passé. Et toute proportion gardée, la fin de match contre Madrid ressemble un peu à la fin de match contre le Barça l'année dernière, où on a gagné, c'est fini. Une fois que Cavani a marqué le but, c'est terminé, quoi. Même les Barcelonais n'y croient pas, et il fait encore un changement défensif pour voilà, comme il le fait pour ce match-là. On a l'impression qu'il ne sort pas d'un certain schéma précontraint, et quelle que soit l'évolution du match, c'est quand même ça qui est un peu inquiétant. Oui, quand il sort Draxler pour Aurier l'année dernière, clairement, là c'est un peu différent, oui. Puisque c'est une de ses spécialités, la doublette des latéraux à droite, et c'est pas toujours un choix défensif. Généralement, ça a souvent marché, ça s'est relevé des choix qui étaient plutôt offensifs malgré le profil. Parce que dans l'animation, c'était autrement. Je pense pas que ce soit un choix frileux, c'est vraiment un choix pour tenter d'être plus dans le camp adverse, de plus combiner et de changer, comme avait dit Seb tout à l'heure, cette animation offensive. Oui. Basto, c'est un choix. Ça peut être un bon choix dans des équipes qui sont façonnées de A à Z par le coach, par Emery, comme à Séville. Mais le problème, c'est que nous, on a une équipe où l'animation offensive, c'est surtout des individualités, donc c'est plus compliqué. Je partage pas ton avis là-dessus. Ah bah. Non, mais on est bien quand même obligé de constater que l'animation offensive dans ce match a été quasiment nulle. On a quand même mis beaucoup d'espoir et beaucoup d'argent sur de grands joueurs offensifs, et on s'aperçoit qu'on en est maintenant à plus de la moitié de la saison, et que ces joueurs ont une relation technique extrêmement pauvre. Je sais plus, c'est Basto qui a rappelé le nombre de passes échangées entre ces joueurs, mais c'est quand même dramatique. On nous dit qu'on travaille beaucoup l'organisation tant défensive qu'offensive. Le résultat, sur un match où ça doit être important, parce que le championnat, on sait bien que ça n'a aucune valeur, mais là, on est vraiment dans les matchs qui vont faire la saison du PSG, et on assiste à une pauvreté d'animation offensive comme celle-là. C'est quand même, quelque part, très décevant. Moi, mais je l'ai déjà dit, pour moi, ça s'explique
d'abord par l'absence d'un homme au milieu qui pouvait apporter le surnom de devant. C'est-à-dire qu'on se retrouvait effectivement avec des attaquants qui étaient complètement isolés. Pour moi, c'est Madrid qui a bien joué le coup et nous qui avons pas su trouver la réponse par l'organisation du milieu, en fait. Et pour moi, c'est une constante des équipes d'Emery qui, avec ballon, a des plans de jeu qui sont assez basiques. Et dans l'animation offensive, ça n'a jamais été son point fort. Et puis on s'aperçoit qu'il y a quand même un enchaînement de mauvaises décisions, le choix de Lo Celso, la non-remplacement de Lo Celso alors que manifestement ça ne fonctionne pas. Donc tout ça impacte le fonctionnement du milieu parce que Verratti est obligé de jouer beaucoup plus bas qu'il ne devrait. Donc il y a moins de transition vers l'avant. L'avant, il n'y a pas de recherche et de complicité technique entre les joueurs. Ça fait quand même énormément de handicap. Bon, ce qui prouve quand même que le Real ne doit pas être dans un état extraordinaire pour le moment. Parce que, comme on l'a vu, le PSG fait quasiment jeu égal, mais on est quand même très inquiet de voir le potentiel de cette équipe qui reste mal exploitée. Bon, on va se projeter maintenant sur le match retour, parce qu'il y a un match retour qui aura lieu au Parc dans 3 semaines, le 6 mars. Là, on n'en est qu'à la mi-temps. Avec une première question, bien sûr, malgré ce résultat qui statistiquement ne nous laisse qu'une chance sur 3 de qualification, vous voulez croire pourtant comme moi, dur comme fer, à nos chances de qualification. Il faut que maintenant vous m'en donniez pour vous les principales raisons. Drayas. Ben, si tu veux, j'ai revu le match cet après-midi dans l'optique du podcast pour essayer d'avoir un regard relativement objectif sur le match et rien à faire, j'ai fini énervé, j'ai fini à hurler, enfin je l'ai revécu comme supporter, je suis trop sous le coup de l'émotion pour te donner des raisons objectives, si ce n'est qu'il ouvre les yeux sur le poste de 6. Et par contre, il y a un truc qui m'inquiète, c'est que tu parlais de la supposée faiblesse du Real, qui pour moi ne s'est vraiment pas montré sur ce match, notamment les lignes défensives et les lignes du milieu. Et il va falloir leur marquer des buts. Donc il va falloir qu'on se réveille et je sais pas, je suis pas encore capable de trouver des bonnes raisons, etc. Je suis encore trop sous le coup de l'émotion. Basto ? Bah déjà, je vais te reprendre parce que en tant que statisticien de profession, on n'a pas une chance sur 3 de passer. C'est un tiers des équipes sont passées après un tel score. C'est assez différent dans l'interprétation. Sinon, Barcelone l'année dernière, si on dit ça, avait 0% de chance de passer. Bref. Ce ratio montre que c'est loin d'être impossible. Par contre, on est bien placé pour le savoir. Chelsea, notamment, qu'on avait battu 3 avant de perdre au retour. Après, moi, j'y crois. Je suis assez serein. J'y crois déjà parce que le Real n'était pas impressionnant. J'y crois parce que c'est l'histoire de Paris de briller quand on est au dos au mur. J'y crois parce qu'à domicile, on est quand même impressionnant avec que des victoires et la plus petite victoire par 2 buts d'écart. J'y crois parce que je le ressens tout simplement. Et puis, je crois aussi au destin. Et ce matin, en me réveillant et en cherchant mon livre, je suis tombé sur le fanion d'avant-match du PSG Real 93. Donc, je le prends comme un bon signe. Voilà, il faut y croire et je pense qu'on va le faire. Ravi, tu partages cet optimisme BA ? BA, je sais pas. Non, mais oui, il a tout dit, mon petit Basto. Non, mais c'est vrai qu'on a fait jeu égal. En dehors du fait qu'on est déçu par la triste fin de ce match, globalement on a fait jeu égal avec eux, chez eux. Chez nous, au parc, on est invaincu, avec un public qui sera bouillantissime. Et puis, je pense quand même que là, parce qu'il faut aller chercher un résultat, Unai n'aura pas le choix que de lâcher tous les chevaux. Donc moi je reste optimiste, je sais qu'on va marquer beaucoup de buts au parc. Et puis, en fait, je vois pas ce Real plus fort que le Bayern qu'on a battu 3-0 en poule. Oui, puis je pense qu'une des raisons, c'est qu'effectivement, avec tous les défauts qu'on a relevés dans l'équipe, il reste un potentiel de faire mieux important. Et comme on a déjà fait jeu égal dans le jeu, si on est capable de corriger les erreurs entrevues, on est quand même plus fort que cette équipe. Et je crois que ça, c'est la raison qui doit nous porter dans l'espoir de renverser la situation. Alors, pour vous, avec quel compo et quel système et donc quel projet de jeu le PSG doit-il aborder ce match avec les meilleures chances de se qualifier ? Basto, tu commences ? Moi, je mets le même 11 avec Draxler à la place de Lo Celso. Je le pensais avant le match, je le pense encore plus après la physionomie du match d'hier. Le plan de jeu sans ballon était plutôt bon hier. Il ne faut pas changer grand-chose, peut-être un pressing un peu plus haut, puisque là c'était un espèce de semi-pressing, c'est-à-dire qu'on était positionné haut, mais le pressing était un peu plus bas, on les attendait un peu. Il faudra vraiment les agresser d'entrée, là, ne pas les laisser respirer, jouer vite, jouer plus vite. Hier, il y a eu pas mal de fois où on temporisait au lieu de jouer vite, et c'était un peu embêtant pour nos transitions.
et apporter un surnombre plus important aux abords de la surface adverse. Après, ça dépendra aussi de l'adversaire, mais je pense que Draxler peut aider à cela. Ravi? Ben, on sera au parc, donc déjà, je pense que comme j'allais l'appeler Draxler. Non, c'est Basto. Je pense qu'on fera un pressing forcément plus haut, mais moi je l'avais imaginé, ce pressing au milieu, je pense que c'était la bonne chose à faire au Real. Mais comme Basto, la même équipe, tout simplement. Par contre, ce que j'espère, c'est des remplacements plus tôt si on doit encore plus... si on doit encore marquer des buts, parce que voilà, là, faut prendre des risques absolument, quoi. Faut vraiment être audacieux. Concernant le projet de jeu, ça sera le même, tout simplement. C'était le bon projet, il n'y a pas de... Et j'espère par contre aussi, si jamais Cavani, parce que là, en 2018, Cavani, il n'est pas du tout en forme. Donc si ça continue pendant les 3 prochaines semaines, là, il y a peut-être aussi un risque de... peut-être que ça sera Andrel, et puis Cavani sur le côté, quoi. Enfin, sur le banc. C'est possible aussi. Drayas? Je suis pas séduit par Mbappé en neuf, je le dis. Moi non plus. Tout de go. Je trouve qu'il fait pas les bons appels, il est pas dans le bon tempo. Mais oui, comme mes camarades, je rêve d'un milieu où Rabiot est à 6 à 70% du temps et 8 à 30% du temps, compensé par Marco et avec un Drax qui lui est 8 et 10 et se positionne entre les lignes. Je rêve de ça, mais est-ce que c'est réaliste de rêver de ça? Est-ce que Emery le fera? Enfin, je sais pas, moi j'ai l'impression qu'Emery nous a dit Rabiot ne sera plus 6 d'ici la fin de la saison, quoi. Donc à partir de là, si c'est le cas, je prierai pour un retour de Mota, mais qu'il soit en forme, mais je suis un petit peu... Voilà, donc je sais pas si on aura ce milieu. Et sinon, juste une note, moi j'aurais beaucoup aimé... Alors que je défendais la titularisation de Kim à l'aller, j'aurais beaucoup aimé avoir dans la charnière centrale une charnière centrale Marquis Silva au retour, mais ça va peut-être être un peu contrecarré par ce qui s'est passé récemment. On verra. Ouais. Après, si je peux me permettre, il y a toujours la possibilité qui va pas faire plaisir à mes collègues, et à toi-même. Il y a toujours la possibilité d'Iara, là qui a 3 semaines. Et peut-être que ça sera malheureusement la volonté d'Emery dans une première mi-temps de pouvoir un petit peu consolider, et quitte à avoir espéré le 1-0 en première mi-temps et puis l'achever les chevaux avec Pastore, Di Maria, Draxler à la 60e. Une toute petite question pour toi, Ravi. Oui. Diarra, mais tu le mets avec qui au milieu? C'est compliqué. Dans la tête d'Emery, ça serait avec Rabiot. Et c'est là où moi j'ai un petit problème. Je comprends. Ceci dit, autant il semblait suicidaire de aligner Diarra pour ce match, tant on l'a vu à la peine physiquement lors des bouts de match précédents, autant là il reste 3 semaines et moi je suis estomaqué par cette capacité qu'a ce joueur à renaître éternellement de ses cendres. Moi, je pensais qu'il était rayé de la carte du football de haut niveau, et bon, il paraît avoir une volonté et des capacités physiques qui peuvent lui permettre de redevenir concurrentiel pour le match retour. Maintenant, je crains effectivement, comme mes petits camarades, que ce soit avec Rabiot et Verratti, et que ça ne soit pas la bonne association. Ça, c'est à nouveau le Emery qui joue avec le frein à main, et j'ai peur que Diarra soit un cran supplémentaire à ce frein. Bon, 3e constatation, Mota, même pas du voyage pour accompagner l'équipe. Ça, j'étais extrêmement surpris. Normalement, des joueurs, même s'ils ne sont pas utilisables, dans des grands matchs comme ça, accompagnent l'équipe, et notamment un joueur comme Mota, qui est quand même un des grands frères du vestiaire. S'il va débarquer sans ménagement, en s'exposant inévitablement par la force de ses choix au match aller, Emery vous semble-t-il encore plus fragilisé par la défaite qu'il ne l'était avant ce match, et encore corollaire, va-t-il devoir faire face à un vestiaire compliqué pour préparer ce retour? Ravi, qu'est-ce que tu en penses? En fait, je t'avoue, Olivier, je comprends pas trop la question. On sait qu'Emery sera jugé en fonction de ses résultats, quoi qu'il arrive. Donc, de toute façon, si on passe pas les 8e, son sort est inéluctable. Concernant les joueurs, je pense qu'une bonne partie a appris à le respecter, à considérer son travail. C'est ce qui ressort du propos de certains dans les réseaux sociaux.
eux-mêmes veulent cette qualif. Ils seront tous concentrés sur ce match. Et non, mais moi sur ce match, j'ai senti plutôt une belle force collective. J'ai pas senti des regards, voilà, j'ai trouvé qu'ils étaient tous bien ensemble. Là, tout le monde était un peu sous le choc de cette décision qui a surpris. Donc, non, mais ça nous a surpris nous. S'attendait. Ça nous a surpris nous. Mais qui a surpris les joueurs eux-mêmes. Toutes les déclarations de joueurs le disent. C'est le contraire. Personne n'était au courant. Non. Personne n'était au courant des joueurs avant que Emery ne le dise à Silva à 15h. Ils ont été surpris, mais les joueurs, ils sont dans leur bulle, ils s'en fichent en fait. Toi, tu parles. Attends, non, ils s'en fichent pas. Si. Événement comme ça, dans un groupe comme ça. Mais ils savent que Kimpembe, il est haut niveau, donc il y a pas de souci, quoi. Ouais, enfin bon. Là, je suis très dubitatif là-dessus. Et si je pose la question, c'est que effectivement Emery doit qualifier l'équipe, mais c'est plus facile de qualifier l'équipe quand tu as tout le groupe avec toi que quand il y a des éléments du groupe qui vont tirer à U et à Dia. Donc un entraîneur est tranquille jusqu'à ce que les joueurs le lâchent. Et là, à mon avis, il y a un risque que ça se produise avec les décisions qu'il a prises vis-à-vis de Mota comme vis-à-vis de Silva. Drayas, qu'est-ce que tu en penses ? Alors, concernant Mota, je te rejoins énormément, même s'il ne peut pas être aligné sur le terrain. Ce joueur est une plus-value par sa présence, par sa lecture des événements, par les mots qu'il peut trouver. On peut le constater à chacune de ses interviews. Après, contrairement à toi, il faut se rappeler que c'est un match de huitième de finale contre le Real Madrid, qui sera le deuxième match le plus regardé, enfin, pour l'instant de la saison. Et aucun des joueurs ne sera tir au flanc, et Emery ne risque pas de perdre ses joueurs dans l'intervalle. Et je mets vraiment pas Mota et Silva dans le même panier, quoi. Et puis même pour Silva, j'aimerais dédramatiser. Sur le moment, ça a été un choc pour lui, sans aucun doute. Il était certainement hors de lui, mais ensuite de ça, il peut avoir une explication avec Emery qui peut lui expliquer que c'était un choix sportif, parce que pour moi, je me l'explique en tant que choix sportif. Et c'est pas forcément une remise en cause de sa titularisation dans les matchs à venir ou de son capitanat. Et il faut laisser passer quelques jours, et je pense que ça va relativement rentrer dans l'ordre, même si Nasser, comme le disait Basto en début d'émission, aura un grand impact dessus en fonction de la position qu'il prendra. On a l'exemple récent de joueurs qui ont lâché Ancelotti lors d'un match contre le PSG en Coupe d'Europe. Donc je ne crois pas ça du tout impossible dans un vestiaire qui a forcément été secoué par ces décisions-là. Basto ? Alors moi aussi, je différencie totalement les cas Mota et Silva. Mota, je pense, aura dû être du voyage. Après, je ne sais pas les discussions qu'il y a eu entre lui, les dirigeants, le coach, ça, j'en sais rien. Les déclarations des joueurs, à part Neymar, ont plutôt soutenu Emery sur le choix Silva, notamment Marquinhos, qui a dit que ça avait été bien, Verratti qui a dit que c'était le bon choix aussi, et d'après les infos, si on les croit, du très bien renseigné Culture PSG, le vestiaire a soutenu Unai dans le choix, et était même un peu mécontent de Silva qui s'échauffe pas. Enfin bref, le vestiaire était plutôt du côté d'Unai. Donc je pense que cette décision entre les deux matchs va même plutôt renforcer l'influence d'Unai sur son vestiaire. Après, s'il y a élimination, évidemment, ceux qui ne sont pas contents, les quelques joueurs qui ne sont pas contents peuvent pourrir la situation, peut-être. Mais pour l'entre-deux matchs, je pense que ça va renforcer le coach. Alors, moi, si je peux me permettre, je pense que, contrairement à Sébastien et Basto, je pense que le fait que Mota n'aurait pas été convoqué, je pense que ça a quand même un lien aussi, et tactiquement, dans l'état d'esprit, dans ce que veut Mota dans ses discours, quand il parle de jouer avec sa philosophie. Et c'est un peu la même philosophie qu'a Thiago Silva, en fait, sur le terrain. Donc voilà, je pense que peut-être que ça fait quand même partie de la décision d'Unai. Très bien, on arrive au terme de ce podcast, en espérant que celui qui aura lieu au lendemain du match retour nous permette cette fois de partager une grande joie avec la qualification. Merci à tous de nous avoir écoutés. Vous pourrez retrouver l'enregistrement de tous les podcasts, mais aussi les articles, analyses, dossiers, billets d'humeur de notre équipe de passionnés comme vous sur notre site leclubpaname.fr. Et on vous donne rendez-vous pour le prochain podcast lundi 19, où nous continuerons à parler de ce match européen, mais aussi la vie continuant dans notre belle Ligue 1 Conforama du match de samedi contre Strasbourg au Parc. À propos de celui-ci, alors que Strasbourg est la seule équipe avec Lyon à avoir battu le PSG en Ligue 1 cette saison, comment voyez-vous les choses ? Les joueurs auront-ils surmonté leur déception ? Seront-ils prêts à se replonger dans les combats obscurs du championnat ? Qui Emery doit-il aligner entre les titulaires meurtris d'hier et leurs remplaçants ? Drayas ?
Moi, j'ai toujours pas surmonté ma déception, donc je n'arrive pas à me projeter sur ce match encore. Basto? Comme a dit Rabo hier en fin de match, on est fort pour mettre 8 buts à Dijon et c'est plus dur dans les gros matchs. Et on est aussi fort après une déception pour réagir quand on joue des petits clubs, sans manquer de respect à Strasbourg. Donc je pense qu'on fera un gros match, je pense que ce sera une victoire facile et avec un gros turnover. Oui, je pense qu'on reverra les Kurzawa, Silva, Meunier, Draxler, Di Maria, Pastore, Lassana. Enfin, il y aura un turnover complet. Ravi? Oui, bah pareil, hein, tout a été dit, ça va tourner et peut-être qu'il y a une place ou deux à prendre, donc voilà, faut que les joueurs restent concernés quand même, quoi. Très bien, et on va en guise de conclusion formuler un petit pronostic pour respecter nos traditions pour Jimmy. Basto, qu'est-ce que tu vois comme score pour ce match? 5-0. Ravi? 4-0. Drayas? Ouais, je vais essayer de me distinguer. 5-1. Merci pour l'effort. Ce coup-ci, on baisse le rideau. Merci à tous les trois. Merci Basto. Merci Olivier, merci à Ravi et Drayas aussi. Merci Drayas. Merci à tout le monde, sauf à Basto. Merci Ravi. Merci à tous. Et puis pour se séparer sur une note d'espoir, n'oublions pas que le PSG l'a déjà fait en 1993 contre le même adversaire et après une défaite sur le même score à Bernabéu, dans un match d'anthologie qui jalonne toute son histoire. J'ai eu la chance d'y être et bien que la légende se perpétue et qu'on en parle encore dans 20 ans. Paris est magique. Bonsoir à tous. Ciao.